dire bonjour ou bonsoir selon là où on se situe dans le globe. Et je présume que nous avons une forte participation à travers la planète. Donc, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire, ce présent webinaire qui constitue en fait une illustration de cette belle dynamique initiée par le RFE durant ces derniers mois, à partir d'une série initiée par notre amie Linda Ray, que nous remercions et féliciterons au passage. Donc, nous sommes au 4e webinaire. Et alors, ce webinaire-là, c'est un webinaire sur l'institutionnalisation de l'évaluation, une sorte de dialogue entre la théorie et la pratique. Pourquoi ce thème? Porte sur les déterminants de l'émergence de la pratique de l'évaluation et qui analyse le cadre de Presqu'île et Boyle dans le contexte d'organisation publique en Afrique. C'est un cadre qui constitue un modèle multidisciplinaire, ce cadre de Presqu'île et Boyle, et dans le contexte d'administration publique en Afrique francophone, qui ont bénéficié du PIFED. Le PIFED, c'est le Programme international de formation en évaluation du développement. Ce cadre a fait l'objet d'une étude menée par Yannick, qui est une de nos panélistes, Yannick Christelle Bécher, dans le cadre d'un mémoire qu'elle a brillamment écrit sur les stratégies de renforcement des capacités et institutionnalisation de l'évaluation en Afrique, l'évaluation dans l'administration publique en Afrique francophone. Je n'en dirai pas plus, je pense qu'au cours de son intervention, sur le côté théorique, je pense qu'elle pourra aller beaucoup plus en profondeur donc, sur ces aspects théoriques. C'est une sorte de confrontation entre la théorie et la pratique et qui vont en fait, qui ne prennent pas en compte la demande d'évaluation, mais par ailleurs le niveau d'institutionnalisation qui est aussi fonction d'un certain nombre de facteurs nationaux et contextuels, dans la volonté politique et le climat politique, le contexte socio-culturel, etc., qui effectivement apportent, disons des vécus qui sont différents selon les contextes. Et c'est un peu cette confrontation que nous allons vivre aujourd'hui. Nous avons perdu pendant une minute à peu près. C'est ça, à peu près, mais ça ne se verra pas au montage, ne t'inquiète pas. Okay. Peut-être que je t'invite à faire, effectivement, c'est à présenter les deux intervenantes. Oui, présenter les deux intervenants, Yannick Christelle Bécher et Sylvie Lefrançois. Je commencerai par présenter Sylvie Lefrançois, qui est donc cofondatrice d'un cabinet, d'une firme qu'on appelle Sogemap Inc. Madame Sylvie François est une experte reconnue en évaluation des programmes et depuis 3 décennies, elle collabore avec des gouvernements, des municipalités, des organismes publics et des organismes à but non lucratif. Et parmi ces missions figurent la formation et l'accompagnement dans la mise en place de la fonction d'évaluation. Elle assiste également les gestionnaires dans la mise en œuvre de stratégies de mesure du rendement et de l'impact des programmes. Madame Lefrançois conçoit aujourd'hui des stratégies d'évaluation, développe des indicateurs de performance et procède à l'analyse approfondie des programmes. Elle produit également des outils pédagogiques destinés à rendre les ministères et les organisations autonomes en matière d'évaluation. Et au cours des 25 dernières années, elle a enseigné la méthodologie et la pratique professionnelle de l'évaluation de programmes à l'ENAP. L'ENAP, c'est l'École nationale d'administration publique au Québec, et à l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Elle a également dispensé des formations à des fonctionnaires de haut niveau au Sénégal, mon pays, et au Tchad. Alors, Sylvie François sera en face de Yannick Christelle Bécher, qui, après plus de 7 années d'expérience professionnelle en qualité de chargé de suivi-évaluation et de consultant en évaluation pour des projets gouvernementaux et d'aide humanitaire en Afrique, a évolué aujourd'hui dans le domaine de la recherche pendant près de 2 années à l'ENAP au Québec.
Elle occupe depuis 2 ans le poste de conseillère en évaluation de programme au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du gouvernement du Québec. Elle continue parallèlement la consultation en évaluation de programmes projets. Donc, nous avons donc l'honneur et le privilège d'entendre ces deux dames qui vont confronter la théorie et la pratique à fleur et moucheté, je crois, n'est-ce pas, à distance. Et donc, je vais donner la parole à qui nous allons écouter d'abord. Nous allons d'abord écouter la théorie à travers donc la présentation que va nous faire Yannick Christelle Béchet, à qui je donne la parole. D'accord. Merci Abdulaziz. Bonjour à toutes et à tous. Et comme présenté, je suis Yannick Christelle Béchet, conseillère en évaluation de programme. Et cette présentation que je vais faire ce matin s'inscrit dans un travail de recherche, donc un mémoire qui a été rédigé sous la direction de Linda Ray, experte en évaluation de programme. Merci encore à tout le monde d'être présent. Alors, pour le plan de présentation, une introduction sera faite dans laquelle seront abordés le contexte et la problématique, ensuite les objectifs. Et nous allons aller dans le cœur de la présentation où nous allons expliquer ce que c'est que le renforcement des capacités, les stratégies de renforcement de ces capacités-là et l'institutionnalisation de l'évaluation. Par ailleurs, nous allons présenter les résultats de l'étude, donc le niveau d'institutionnalisation des organisations publiques, ces facteurs qui ont influencé ou qui influencent ce niveau d'institutionnalisation et les stratégies qui sont perçues comme les plus efficaces dans ce processus. Et nous allons clôturer avec une conclusion. Alors, pour le contexte, donc, nous avons constaté que l'agenda 2030 des Nations Unies invite toutes ces organisations-là et d'autres institutions à soutenir les pays membres dans le renforcement des capacités en général et plus particulièrement les capacités en évaluation. Et ensuite, alors, une croissance de la demande d'évaluation de la part des agences et des gouvernements qui reconnaissent la contribution de l'évaluation au développement des politiques publiques. Alors, ces acteurs investissent de façon significative dans ces initiatives de renforcement de capacité. Toutefois, il a été constaté que les initiatives de renforcement des capacités en évaluation n'ont pas conduit à une réelle institutionnalisation de l'évaluation au sein des organisations en général et plus particulièrement en Afrique francophone. Bien que les compétences individuelles soient nécessaires pour développer ces capacités-là, elles ne sont pas vraiment suffisantes pour bâtir et maintenir une pratique évaluative courante et durable. Alors, les objectifs de cette présentation-là seront de déterminer le niveau d'institutionnalisation de l'évaluation des organisations publiques, identifier les facteurs qui facilitent et les contraintes à ce processus et également d'identifier les stratégies qui sont perçues comme les plus efficaces dans ce processus d'institutionnalisation. Donc, qu'est-ce qu'un renforcement des capacités? Qu'est-ce qu'on entend par un processus qui vise 3 cibles? Donc, le renforcement des capacités en évaluation, consiste à doter les individus et les groupes, en tout cas de compétences, afin qu'ils puissent mener des évaluations de qualité qui tiennent compte du contexte local et qu'ils intègrent la pratique courante et l'utilisation de l'évaluation à tous les niveaux. Et ces initiatives-là prennent en compte non seulement la conception, mais aussi la mise en œuvre de stratégies d'apprentissage et la mesure de l'impact des activités sur la pratique durable de l'évaluation. Il est alors suggéré aux organisations d'investir à la fois au niveau individuel et organisationnel pour développer cette capacité d'évaluation-là et de soutenir la pratique d'évaluation. Donc, le renforcement des capacités en évaluation a comme objectif immédiat de développer les connaissances, les compétences en matière d'évaluation des individus et ultimement
d'apprendre à penser de manière évaluative, à s'engager dans une pratique d'évaluation durable et à utiliser les résultats d'évaluation pour la prise de décision. Et donc, on peut résumer ces objectifs-là en la capacité à faire et à utiliser l'évaluation. Dans le contexte africain, il est constaté que les initiatives de renforcement des capacités sont financées par les partenaires internationaux, ont davantage été plus orientées vers l'amélioration de la pratique, de la capacité technique, plutôt que sur le renforcement d'une capacité durable. Et les initiatives ont été considérées comme un transfert de connaissances ou de modèles organisationnels vers les pays en développement. Donc, c'est une approche qui a été vraiment critiquée parce qu'une attention insuffisante était accordée au contexte social, politique et la sous-estimation de l'importance de l'appropriation par les pays partenaires des activités en matière de renforcement des capacités. Donc, à présent, quelles sont les stratégies de renforcement de capacité? Qu'est-ce qu'on entend par ces stratégies-là? Donc, ce sont des stratégies d'apprentissage et d'évaluation et elles doivent tenir compte de plusieurs facteurs, dont les caractéristiques, les objectifs qui sont souhaités et attendus et les résultats qui sont attendus. Et cette sélection doit également être précédée d'un diagnostic afin d'évaluer les besoins et les forces de l'organisation en matière d'évaluation. Et en Afrique, la stratégie de renforcement de capacité qui est la plus connue et répandue consiste en des initiatives de formation à court terme, c'est-à-dire cours ateliers, qui ciblent les individus à tel point que le renforcement des capacités en évaluation est souvent synonyme de formation. Toutefois, cette stratégie, donc la formation à elle seule, n'est pas efficace et n'est pas combinée avec d'autres. Et donc, en plus de la formation, il existe plusieurs autres stratégies, le stage, le matériel écrit, la technologie, les réunions, l'enquête appréciative, donc les communautés de pratique, la participation à un processus d'évaluation, l'assistant technique, donc l'aide d'un d'évaluateur externe et le mentorat. Toujours avec les stratégies de renforcement des capacités, elles répondent à différents objectifs et donc notamment l'acquisition de savoir-faire, la construction de relations plus solides et la possibilité de développement de rétroaction. Donc, si toutes les stratégies qu'on a énumérées là permettent le renforcement des capacités individuelles, ce sont celles qui sont les plus interactives, qui couvrent en fait l'ensemble des résultats d'apprentissage, dont le renforcement des relations. Qu'est-ce qu'on entend par institutionnalisation de l'évaluation et qu'est-ce qu'on veut dire par le continuum du niveau organisationnel au niveau systémique? La littérature a tendance à placer l'institutionnalisation au niveau de l'instauration des systèmes nationaux d'évaluation. Toutefois, l'expérience africaine a montré que c'est un processus qui peut prendre racine dans un secteur spécifique pour ensuite s'étendre aux autres secteurs d'activité. Par exemple, au Bénin, il a commencé son processus dans le secteur agricole, en Ouganda dans celui des marchés publics, en Afrique du Sud, dans l'éducation. Donc, c'est un processus qui peut être ascendant. Donc, ce qui nous a amené à opter pour l'analyse de l'institutionnalisation de l'évaluation par le niveau organisationnel. Et avec pour dimension et sous-dimension un apprentissage organisationnel continu qui est fondé sur l'existence de la pratique évaluative et la qualité des évaluations et l'utilisation des résultats d'évaluation pour la prise de décision et l'action. Donc, c'est que par ailleurs, la définition de l'institutionnalisation de l'évaluation vient nous conforter dans cette prise de position-là, qui consiste en la routinisation du recours à l'évaluation qui peut être mesurée par rapport à sa pratique évaluative effective au sein des organisations administratives et plus largement des réseaux publics. Donc, c'est d'abord la pratique courante de l'évaluation au sein de chaque organisation publique qui finit par s'étendre à tout le système national, donc au niveau macro. Et au niveau national, l'institutionnalisation est aussi comprise le plus souvent comme la formalisation de l'évaluation à travers un cadre légal et institutionnel. Toutefois, cette institutionnalisation-là ne se décrète pas parce que il ne suffit pas d'avoir une loi en faveur de l'évaluation pour dire qu'elle est institutionnalisée.
cadre peut exister sans qu'il ne soit appliqué. Par ailleurs, la pratique peut parfois être développée au sein de l'administration sans qu'il n'y ait obligatoirement des clauses qui sont explicitement formalisées. Par conséquent, le cadre institutionnel est une condition nécessaire, mais pas suffisante de l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, il y a plusieurs modèles de la capacité organisationnelle en évaluation, notamment ceux de Bourgeois et Cousin, 2013, et Taylor et Rissler et de ses collègues. Ce sont différents modèles de la capacité organisationnelle. Toutefois, celui de Preskill et Boyle, dont nous sommes inspirés, voilà, lui, il semble beaucoup plus complet dans la mesure où il intègre les niveaux individuels, organisationnels et le transfert de l'apprentissage entre les deux niveaux tout en proposant des stratégies possibles. Donc, le modèle multidisciplinaire de renforcement des capacités d'évaluation de Preskill et Boyle, qui ne paraît pas très bien ici, mais c'est un modèle dans lequel on a plusieurs initiatives de renforcement, plusieurs stratégies de renforcement des capacités, notamment, c'est les stratégies que nous avons citées, et avec la capacité d'apprentissage organisationnel, le leadership, la culture, toutes ces conditions-là vont favoriser le transfert de l'apprentissage individuel, donc les compétences individuelles vers le processus et pratiques organisationnelles. Et donc, la présence de conditions favorables à la capacité d'apprentissage organisationnel, telles que les politiques, les procédures, voilà, tous ces éléments-là sont liés à une pratique d'évaluation durable. Donc, une activité de renforcement des capacités réussies consiste en des stratégies efficaces qui conduisent à l'institutionnalisation de l'évaluation qui se traduit par une pratique et une utilisation accrue de l'évaluation. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée pour cette étude, c'est une recherche-action basée sur un devis mixte, donc, qui a été conduite auprès des formateurs et des membres du personnel de la Direction des Affaires internationales, donc la DAI, et de 1500 personnes qui ont bénéficié du PIFED, du Programme international de formation, d'évaluation, de développement de l'ENAP. Et donc, certains ont complété un questionnaire et d'autres ont participé à des entrevues individuelles. Et ces personnes travaillent au sein d'organisations publiques issues de différents pays d'Afrique francophone. Donc, les niveaux d'institutionnalisation qui ont été déterminés ont été décrits à l'aide de quatre niveaux. Donc, faible en développement, intermédiaire et exemplaire. Donc, plus de la moitié des administrations là se situaient à un niveau d'institutionnalisation en développement et les trois quarts se retrouvent dans les deux niveaux inférieurs, donc faible et en développement. Donc, à présent, nous allons voir les facteurs qui ont expliqué le fait que les trois quarts se situent dans les deux niveaux inférieurs. Donc, les facteurs qui ont été identifiés dans le modèle de Preskill, il y a d'abord le leadership. Donc, la haute direction soutient faiblement l'évaluation et pourtant, l'évaluation est généralement propulsée lorsque les premiers responsables de l'organisation sont déjà sensibilisés, connaissent l'importance de l'évaluation. Un autre facteur, c'est la culture organisationnelle. Donc, l'évaluation est perçue comme un instrument de contrôle et non comme une opportunité d'apprentissage. Donc, un autre facteur également, c'est le cas d'évaluation qui n'existe pas au sein de plusieurs organisations. Or, de tels cas définissent la conception et la mise en œuvre de l'évaluation, mais aussi l'utilisation de ces résultats. D'autres facteurs identifiés dans ce modèle, les ressources financières. Les ressources financières, donc, on a constaté que certains d'entre eux n'ont pas de budget spécifiquement alloué à l'évaluation. Les ressources humaines également. La moitié des organisations n'ont pas d'unité chargée d'évaluation. Donc, or, l'évaluation se voit concrètement dans l'organigramme d'une organisation. Il y a également un besoin de formation de spécialistes en évaluation, pas seulement des techniciens, mais des gestionnaires aussi.
l'apprentissage continue. Plusieurs n'ont pas de plan de renforcement des capacités en évaluation. L'évaluation n'est pas aussi diffusée à l'extérieur des organisations. Et d'autres facteurs en dehors de ce modèle ont été identifiés par les participants. Donc, notamment la demande en évaluation. Il n'y a pas de demande d'évaluation au sein des organisations. Lorsqu'il en existe, seulement 3% émanent des organisations elles-mêmes, c'est-à-dire les évaluations internes. Donc, un autre élément, c'est la pensée évaluative continue qui doit s'étendre tout au long de la chaîne de planification, programmation, budgétisation, voilà, puisque l'évaluation exige l'évaluabilité de ces politiques publiques. En dehors des facteurs organisationnels et individuels, d'autres facteurs contextuels et nationaux ont été identifiés, dont le premier, c'est la volonté publique. Pour tous les participants, institutionnaliser l'évaluation exige la volonté publique au niveau supérieur de l'État. Donc, les ressources financières sont conjoncturelles, ne sont pas insurmontables, alors que la contrainte politique, elle est beaucoup plus difficile. Il a également été fait mention des cadres normatifs et sous-régionaux, les lois et règlements qui sont relatifs à l'évaluation à ces niveaux-là et qui doivent prendre en compte la notion de redevabilité. La présence d'un organe de haut niveau chargé de l'évaluation qui contrôle et oriente les acteurs, qui peut être présidé par la primature ou par un ministère, comme ce fut le cas au Bénin en 2009. La présence des sociétés nationales d'évaluation a été soulignée parce qu'elles permettent ces sociétés-là permettent de sensibiliser le gouvernement à l'évaluation et le curricula, donc l'intégration de l'évaluation au niveau des universités et des écoles supérieures. Donc, la pratique de l'évaluation demande la maîtrise de capacités qui doivent être acquises sur une certaine période. Un autre facteur, c'est la hiérarchisation qui est dominée par le gouvernement. Donc, l'influence de la hiérarchie est trop forte dans certaines organisations publiques et dans certains pays, les membres des membres des organisations sont motivés, mais n'ont pas l'attitude vis-à-vis de leur hiérarchie de faire beaucoup de changements. Et on ne peut pas ignorer le climat politique en Afrique. Les crises politiques et les changements de gouvernement à répétition vraiment mettent en mal le processus d'institutionnalisation de l'évaluation. Et ces crises-là font qu'il est difficile de mettre en œuvre une politique publique sur le long terme et d'en voir ses résultats. Alors, quelles sont les stratégies qui ont été perçues comme les plus efficaces dans ce processus-là? Au niveau des stratégies qui sont identifiées par Presqu'île, il y a Presqu'île et Boy, la participation à un processus d'évaluation. Donc, la formation, elle est nécessaire, mais au-delà, à l'issue de la formation, il faut passer à la mise en pratique. Au niveau organisationnel, l'assistance technique a été privilégiée, donc pour situer l'évaluation dans l'organisation avant de passer à un plan d'institutionnalisation et de renforcement des capacités. Donc, en plus de ces stratégies qui ont été proposées par Presqu'île et Boy, les participants ont identifié 2 autres stratégies de renforcement des capacités, notamment la sensibilisation du gouvernement, du Parlement, et qui vise à changer les perceptions envers la pensée évaluative, la demande d'évaluation, la volonté politique que nous avons citée et les autres facteurs organisationnels et nationaux. Par ailleurs, l'intégration de l'évaluation dans l'enseignement supérieur en tant que discipline avec des fonds de recherche et des bourses d'études. Donc, pour conclure, en termes de contribution de cette étude au modèle, le modèle de Presqu'île et Boy s'est accentué sur certains éléments organisationnels et l'offre d'évaluation. Toutefois, de plus en plus de personnes sont formées en Afrique, mais il n'y a pas de demande d'évaluation au sein des organisations publiques. Donc, il existe une capacité beaucoup plus importante à faire l'évaluation et une faible capacité à la commander. Il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande d'évaluation. Donc, il faut vraiment, et les organisations souffrent de ce déséquilibre-là. Donc, on invite les organisations à améliorer la qualité, le volume et aussi l'offre et la demande d'évaluation.
Donc, considérer l'institutionnalisation de l'évaluation au sein d'une organisation en Afrique sans prendre en compte les facteurs nationaux et contextuels qui ont été identifiés serait s'inscrire plus dans une perspective canadienne, nord-américaine ou occidentale. Et si ce modèle n'a pas pris en compte la demande d'évaluation et les facteurs nationaux que nous avons énumérés, c'est parce qu'il a été développé dans un contexte d'organisation où il y a déjà certains acquis au niveau du pays. Par exemple, l'évaluation est déjà bien établie au Canada depuis les années 1980. Le climat politique est stable avec un régime parlementaire qui est axé sur les résultats. Toutefois, les pays africains sont sujets à des crises sociopolitiques qui engendrent leur lot de changements. Les démocraties sont encore en construction. L'administration est hiérarchisée, dominée par le gouvernement. Et par conséquent, institutionnaliser l'évaluation au niveau organisationnel en Afrique francophone demanderait de prendre en compte les facteurs nationaux et contextuels. Oui, c'est la dernière diapositive. Donc, voici le plan d'analyse que nous proposons en fonction des facteurs nationaux et contextuels qui sont ressortis de cette étude-là, auxquels nous ajoutons le modèle de Preskill et Boyle. Je vous remercie. Merci Yannick. C'est très passionnant et très riche. Sans transition, nous allons demander à Sylvie Lefrançois de nous faire part donc de ses convictions en tant que praticienne de l'évaluation et qui va enchaîner aussitôt après la présentation qui nous a été faite de manière très brillante par Jannick Christelle. Merci Jannick. Sylvie Lefrançois, vous avez la parole. Merci beaucoup Abdulaziz. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, mon nom est Sylvie Lefrançois, donc je suis située au Québec, au Canada, donc, et je suis donc, comme le disait tout à l'heure Abdulaziz, je suis cofondatrice du cabinet conseil SOGEMAP. Donc, je vais avoir un regard plus de praticienne en évaluation de programme, même si quand même, j'enseigne à titre de chargée d'enseignement dans 2 universités, mais je suis praticienne de l'évaluation. Donc, je vais avoir un regard de praticienne. Tout à l'heure, Abdulaziz disait, on va confronter la théorie et la pratique, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs quand même liens. C'est pas tant la confrontation, mais les éléments qui viennent ajouter, disons, des propositions à ce que disait Jannick Christelle précédemment. Alors, j'ai regardé la définition de l'institutionnalisation selon le réseau francophone de l'évaluation. En fait, lorsqu'on parle d'institutionnalisation, on parle de degré d'ancrage, organisationnel et procédural de l'évaluation où il y a un cadre réglementaire du comportement de l'évaluation. Et on va voir justement l'importance de tout ça tout à l'heure. L'institutionnalisation, on le voit comme une organisation formelle fondée sur un pouvoir et des règles de procédure. Donc, on va voir aussi comment tout ça est important. Une organisation en évaluation, ce sont donc des structures qui peuvent être parlementaires, administratives ou juridiques. Et il va y avoir des règles de procédure, donc mandat, des missions, des pouvoirs et des prérogatives de charge de chaque partie qui possède des responsabilités par rapport à l'évaluation. Donc, il va y avoir des politiques ou des directives en évaluation. À ce sujet, donc, l'institutionnalisation de l'évaluation au Québec, j'ai regardé encore les synthèses qui ont été issues du Forum international francophone de l'évaluation. Et dans cette synthèse sont ressortis des facteurs reconnus pour officialiser, en fait, l'institutionnalisation de l'évaluation. Au Québec, nous rencontrons plusieurs de ces facteurs. Le Québec, pour situer peut-être plusieurs participants et participantes, le Québec est une province qui fait partie des 10 provinces, en fait, qui constituent le Canada. Alors, au Québec, nous avons justement une directive. Alors,
qui vient chercher, en fait, qui vient ancrer la fonction évaluation. Donc, l'ancrage juridique de l'évaluation est reconnu par une directive au Québec. On parle toujours dans les facteurs reconnus d'existence de structures d'évaluation au sein du Parlement, du gouvernement, de l'administration et, bon, de la Cour des comptes. Au Québec, nous avons justement l'existence d'une structure d'évaluation qui est reconnue au sein du gouvernement et au sein des ministères et des organismes qui sont assujettis à la direction, à cette directive de l'évaluation. On parle d'accessibilité et de transparence des résultats d'évaluation. Donc, l'évaluation de programme fait partie maintenant au Québec d'une fonction d'évaluation au même titre que la planification, que la vérification et ou le contrôle. Donc, on va voir un peu tout à l'heure en quoi tout ça peut être un élément facilitant ou peut-être des fois plus une complexité dans les procédures de réalisation de la fonction évaluation. On voit aussi qu'un des facteurs reconnus, c'est l'utilisation des résultats d'évaluation. Donc, il y a l'utilisation des résultats qui seront les résultats, en fait, qui seront utilisés à l'interne le plus souvent, et on va voir justement de quelle façon aussi ça peut être reconnu à l'externe. Il y a une communauté d'évaluateurs et d'évaluatrices, donc au Québec et au Canada, il y a une communauté forte d'évaluateurs et d'évaluatrices. D'ailleurs, nous avons des sociétés d'évaluation, comme on le voit dans plusieurs pays aussi en Afrique. Et il y a des formations, bien sûr, officielles. Donc, il y a des universités qui offrent des formations en évaluation et qui forment des évaluateurs et des évaluatrices et qui offrent justement des publications en évaluation. Et alors, là, toujours dans les facteurs reconnus, on parle de débat public en matière d'évaluation. De plus en plus, on le voit, nous ici, que au Parlement, ou plutôt à l'Assemblée nationale, les élus demandent en fait des évaluations, demandent à avoir des résultats sur des programmes qui sont mis en place, donc demandent à avoir des résultats et demandent. Donc, on pourrait dire qu'au Québec et au Canada, on a vraiment une fonction d'évaluation qui est vraiment plus institutionnalisée. Donc, on va voir aussi quels sont les éléments qui sont importants dans toute cette procédure. Malgré cette institutionnalisation ou cette fonction d'évaluation qui est assez présente au Québec et au Canada, il y a certaines organisations, tout à l'heure, on parlait de lois et de directives qui ne sont pas toujours garantes, en fait, des réalisations d'évaluation. Je m'excuse, le texte est peut-être un peu petit, là, mais je me suis inspirée des configurations d'institutionnalisation qui ont été produites toujours par le réseau francophone de l'évaluation. C'est une synthèse qui a été produite et qui a été rédigée par Benoît Gauthier et je me souviens plus du prénom là, mais Monsieur Fematouro. Alors, ces deux auteurs ont présenté en fait des configurations d'institutionnalisation. Je me suis inspirée de ça pour parler en fait du niveau de l'importance que je vois dans l'institutionnalisation de l'évaluation, notamment en termes de pertinence et d'influence. En fait, je parle de pertinence dans la reconnaissance de la pertinence de l'évaluation et de l'influence des principaux leaders ou des acteurs, en fait, qui sont portés ou qui peuvent porter l'évaluation. Alors, les flèches, en fait, qui vont si on regarde sur la pertinence de la gauche vers la droite, donc, ce serait de la pertinence du niveau faible vers un niveau plus fort et de l'influence d'un niveau plus faible si on part vers le bas et de l'influence plutôt forte vers le haut. Alors, dans les organisations, pour la réussite ou non de l'institutionnalisation, en fait, si on est dans le quadrant, par exemple,
complètement à gauche en bas, où on aurait une faible influence et une faible reconnaissance de la pertinence de les réalisations de l'évaluation. Alors, à ce moment-là, comme pour favoriser l'institutionnalisation, on aurait besoin de faire la promotion de l'utilité de l'évaluation et c'est ce qui, à mon avis, pourrait mener à une meilleure institutionnalisation au sein des administrations et au sein des pays qui veulent développer l'évaluation. Si, par ailleurs, on se transpose vers la droite, donc si on a une pertinence, une reconnaissance de la pertinence de l'évaluation, mais que l'influence des acteurs est faible, alors on a besoin, à mon avis, de leadership organisationnel pour favoriser, en fait, l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, on va voir que le leadership au sein des administrations est extrêmement important, à mon avis, pour favoriser l'institutionnalisation. Si on se situe encore à gauche, mais au niveau supérieur, donc par rapport à l'influence, dans le quadrant supérieur gauche, alors on parle d'une influence élevée de la part des acteurs. Donc, si les leaders ou les acteurs ont une influence élevée, mais qu'il y a peu de pertinence reconnue de l'évaluation, alors à ce moment-là, on a besoin d'alimenter les compétences et les connaissances individuelles, ce que présentait tout à l'heure Christelle lors de sa présentation. Donc, on a besoin également de compétences et de connaissances, mais on a besoin, et je vais axer là-dessus, sur de l'accompagnement, de l'expertise, en fait, d'évaluateurs, d'évaluatrices chevronnés qui vont pouvoir accompagner, et l'accompagnement va se faire aussi en termes de renforcement des capacités au niveau local par rapport à l'évaluation. Donc, il ne faut pas que les évaluateurs ou les évaluatrices chevronnées viennent de l'extérieur, viennent faire les évaluations et repartent par la suite pour ne pas laisser l'expertise locale. Donc, il faut que vraiment qu'il y ait une expertise locale accompagnée de l'influence des acteurs, de leaders. Et c'est ce qu'on devrait retrouver, donc, dans le dernier quadrant à droite, en haut. Donc, si on a une influence élevée des leaders ou des acteurs et une reconnaissance de la pertinence de l'évaluation, et là, on a une utilité démontrée de l'évaluation. Et ce qu'on voit aussi dans la documentation, et je pense que Christelle l'a nommé tout à l'heure, on a une pensée évaluative continue, et je vais pouvoir expliquer précisément tout à l'heure ce que j'entends par pensée évaluative continue. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, donc, l'importance de l'évaluation. Donc, nous sommes ou vous êtes des évaluateurs, évaluatrices de programmes ou en devenir pour la plupart. Donc, je l'ai mis un peu, cette importance de l'évaluation sous forme un peu de chaîne de résultats. Donc, on a parlé de sensibilisation. Donc, il faut démontrer l'utilité de l'évaluation. Cette démonstration de l'utilité de l'évaluation va amener vers des changements de comportement. Donc, démontrer le vocabulaire, en fait, que tous ou toutes aient un vocabulaire commun des termes à utiliser et d'expliquer des méthodes et des procédures simples d'application de l'évaluation va amener en fait à une application de la pratique évaluative. Donc, introduction étape par étape. Donc, étape par étape, d'impliquer, d'implanter des cadres, des outils, des guides ou des procédures en continu. Alors, donc, l'expérience, on m'a demandé lors de la présentation d'amener une expérience ou un exemple plutôt d'une expérience qui n'a pas fonctionné en termes d'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, je vais vous présenter deux exemples. Un d'une organisation que j'ai accompagnée qui n'a pas, où l'institutionnalisation ou l'évaluation n'a pas fonctionné. En fait, il y avait un professionnel qui était dévoué à l'évaluation, qui avait les connaissances, les compétences nécessaires pour réaliser des évaluations et qui avait la volonté d'implanter la fonction évaluation au sein de l'organisation.
J'ai accompagné ce professionnel pour la rédaction d'un guide de référence sur les responsabilités, les procédures à mettre en place pour officialiser la fonction évaluation. Donc, les rôles et responsabilités de chacun, ce qu'on entend par l'évaluation, quelles sont les définitions, en fait, importantes de l'évaluation. La gestionnaire, ou c'était une gestionnaire qui était responsable du professionnel, n'avait pas les connaissances ou les compétences en évaluation et était une professionnelle en vérification et en audit. Elle n'a pas su faire la distinction, en fait, entre la vérification, l'audit et l'évaluation. Et elle a aussi manqué de leadership, justement, pour porter le projet. Donc, elle n'avait pas, en fait, la volonté elle n'avait pas reconnu suffisamment l'utilité de l'évaluation. Et elle n'a pas su, en fait, convaincre, je vais le nommer de cette façon, convaincre les décideurs à des plus hauts niveaux. Et les décideurs n'ont pas été convaincus non plus du processus et de l'utilité de l'évaluation. Donc, tout ce qu'on avait fait comme travail, en fait, n'a pas porté fruit. Notamment, le professionnel a changé d'organisation. Donc, il n'y avait plus de leadership par rapport à l'organisation. Et donc, au sein de cette organisation, l'évaluation, en fait, n'a pas fonctionné. Donc, cet exemple-là d'institutionnalisation, si je peux le dire, au sein de cette organisation, n'a pas fonctionné. En contrepartie, au sein d'une autre organisation, donc, comment on a réussi à instaurer ou à faciliter ou à favoriser l'implantation de l'évaluation, en fait, c'est qu'il y avait un leader qui était porteur du projet et convaincu de l'utilité de la démarche et de l'utilité de l'évaluation. Ce leader-là a eu la volonté d'embaucher, d'avoir recours à des ressources, à une ressource externe spécialiste en évaluation pour démontrer l'utilité de l'évaluation. Alors, il y a eu des évaluations qui ont été produites, qui ont démontré l'utilité. Par la suite, il y a eu l'embauche d'une professionnelle en évaluation de programme. Cette professionnelle, donc, avait les compétences et les connaissances, mais n'avait pas suffisamment d'expertise ou d'expérience, disons-le comme ça, pour être capable de sensibiliser davantage. Alors, il y a eu un accompagnement dans la démarche d'une professionnelle. Donc, c'était moi qui accompagnais. J'ai accompagné la professionnelle pour justement démontrer l'utilité de l'évaluation. Donc, à ce moment-là, on a établi des règles et des procédures qui sont en cours de développement et ces règles et ces procédures-là mènent à un projet pilote d'évaluation où on est en train de démontrer l'utilité de l'évaluation, mais dans une démarche continue. Donc, dans une pensée, en fait, on va le voir un petit peu plus loin, mais dans une pensée réflexive de l'évaluation. Donc, ce qui peut nous amener à la prochaine étape. Donc, on a parlé, Christelle a parlé tout à l'heure du renforcement des capacités, qu'on a besoin de compétences individuelles, de connaissances, de compétences d'habileté, mais on a besoin d'un leadership fort au sein des organisations ou des administrations. Donc, on a besoin d'un leadership qui va permettre de sensibiliser, donc une sensibilisation des premiers responsables au sein des organisations. On a besoin aussi d'un changement de culture, donc de valoriser l'évaluation et d'enlever ces a priori face à l'évaluation qui pourrait être un contrôle, une vérification ou de l'audit. C'est différent. Bien sûr, on a besoin de ressources, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des équipes fortes d'évaluation? Je pense qu'on a besoin d'accompagnement pour éventuellement avoir des équipes fortes d'évaluation et éventuellement avoir des directions dévouées à l'évaluation. On a besoin, bien sûr, éventuellement de rédiger des guides ou des cadres. On a besoin de ressources financières, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, mais on a besoin d'un apprentissage continu et soutenu
pour faire ou favoriser la démonstration de l'utilisation de l'évaluation et la diffusion éventuellement des résultats. Ensuite, les conditions gagnantes. On parle des connaissances, bien sûr. Les connaissances en évaluation sont nécessaires, mais les connaissances en évaluation, outre celles-ci, on doit avoir une volonté de faire reconnaître l'évaluation. On a besoin d'un leadership fort, d'un porteur du projet convaincu de l'utilité de l'évaluation. On a besoin de compétences organisationnelles, bien sûr, de leadership, de culture, de favoriser les systèmes et les structures. On a besoin d'accompagnement dans la démarche et ça, je pense que c'est l'élément clé, l'accompagnement dans la démarche pour la démonstration ou les démonstrations d'utilité qui va favoriser justement, bien sûr, éventuellement les évaluations. Et on a besoin de démontrer dans tout ça, de mettre en place une pensée évaluative continue, c'est-à-dire de démontrer que l'évaluation, ce n'est pas juste une fonction, un élément ponctuel, mais l'évaluation est une fonction qui va permettre, en fait, toute une réflexion du début à la fin de mise en œuvre des programmes ou des projets, c'est-à-dire de la planification, de l'analyse des besoins, jusqu'à la mise en œuvre, à la réalisation des projets et à la finale qui pourrait mener à l'évaluation à proprement dite, de l'évaluation. Donc, on a besoin d'une pratique d'évaluation durable, mais d'une pratique d'évaluation continue. Et je terminerai par, est-ce qu'on a passé les conditions gagnantes? Oui, on les a passées. Je terminerai par une réflexion d'un texte que j'ai trouvé dans les approches et les pratiques en évaluation de programme d'une personne qu'on a bien connue en évaluation de programme, Marie Gervais, qui n'est plus, qui est malheureusement décédée, mais qui a fait beaucoup pour l'évaluation. Donc, un texte, une réflexion où on dit toutes les habiletés, les connaissances, l'expertise technique et les expériences ne seront d'aucun secours si le programme, la communauté, l'organisme ou l'environnement ne peuvent nourrir ces habiletés ou ces aptitudes. Donc, on a besoin vraiment de leadership fort et de démontrer l'utilité pour favoriser l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors, je termine sur cette réflexion. Merci de votre attention. Merci infiniment, Sylvie. Merci, Jannick. Merci, Sylvie, de terminer votre intervention avec cette réflexion de Feu Marie Gervais que nous avons connu, que nous avons pratiqué et à qui nous devons énormément de choses, surtout pour les évaluateurs émergents. Je dois dire tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de confrontation, en fait, confrontation, c'était entre guillemets. Mais je sais que j'ai parlé même de confrontation à fleuret moucheté. Mais je savais qu'il y avait des passerelles quelque part. Vraiment, il y a eu beaucoup de convergence entre la théorie développée par Jannick, mais également cette pratique qui correspond et qui ont conduit à un certain nombre de choses auxquelles Jannick a fait allusion dans sa présentation. En tout cas, merci infiniment. Je pense que je n'aurai peut-être pas à reprendre un peu tout ce que vous avez dit, qui est extrêmement intéressant, mais je sais que de part et d'autre, vous avez parlé au-delà donc des considérations théoriques et pratiques, mais vous avez fortement parlé de leadership, de volonté politique, de culture organisationnelle, d'utilité de l'évaluation qui justifie qu'il y ait donc cette volonté d'aller vers l'évaluation et d'utilisation des ressources locales et d'accompagnement. Je pense que c'est des mots-clés très, très forts que nous avons constatés dans vos présentations communes. Alors, nous sommes à 16 heures. Le temps qui devait nous être imparti
vient de prendre fin, alors que nous n'avons pas écouté un certain nombre de participants qui souhaiteraient peut-être poser des questions ou apporter des contributions. Là, je vais demander peut-être à Jean-Marie, je vais solliciter le concours de Jean-Marie pour nous donner un coup de main sur ce côté, et ensuite écouter Linda, parce que c'est notre guest star, comme on dit, qui va nous apporter, disons, ces réflexions suite aux deux très intéressantes et vraiment fabuleuses présentations qui nous ont été faites par nos deux chers panélistes. Okay. Bonsoir à toutes et à tous, et encore merci beaucoup à Sylvie et à Yannick pour cette belle présentation. Donc, je vais être très rapide. J'ai juste une petite préoccupation. Je voulais bien avoir un peu leur point de vue sur le rôle des associations nationales d'évaluation dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation, notamment dans nos pays, donc en Afrique. C'est juste cette question que j'ai. Merci à vous. Jannick en a parlé un tout petit peu, peut-être qu'elle va pouvoir y revenir dans sa présentation. Merci beaucoup. Merci Roger, et bonjour à toi. Ok. Donc, pour revenir, oui, les sociétés nationales d'évaluation sont un facteur d'institutionnalisation dans la mesure où ces sociétés-là contribuent à sensibiliser le gouvernement, les acteurs politiques à l'évaluation. Comme nous l'avions dit, la sensibilisation, c'est une stratégie qui permet de cibler ces différents acteurs-là. Et par ailleurs, ces sociétés-là servent de jonction entre ces différents acteurs et créent des espaces de partage et d'échange entre eux. Donc, voici un peu leur rôle dans ce processus. Si Sylvie veut ajouter quelque chose à ce niveau. En fait, oui, je vais parler peut-être pour le Québec et le Canada. Donc, les sociétés d'évaluation ont une certaine influence aussi sur justement le développement d'outils nécessaires pour les administrations gouvernementales. Et il y a des échanges qui sont faits aussi entre les sociétés et entre les administrations et entre, notamment ici, c'est au Canada, c'est le secrétariat du Conseil du Trésor qui est très impliqué dans la fonction évaluation de programme. Et il y a des échanges aussi il y a des pressions qui sont faites, disons, entre la société canadienne d'évaluation et le secrétariat du Conseil du Trésor pour justement arrimer la fonction évaluation de programme. Donc, les sociétés sont très importantes aussi. Et au Québec aussi, notamment, les sociétés sont importantes aussi pour la publicité des évaluations, pour la diffusion même des emplois qui peuvent être disponibles en évaluation et pour les outils aussi nécessaires, donc pour favoriser l'institutionnalisation. C'est ça. Je me permets de vous interpeller toutes les deux. Apparemment, c'est comme si on devrait d'abord construire, c'est comme si on devrait mettre en place, on devrait se préoccuper d'abord des aspects des cadres institutionnels, administratifs, juridiques, et de leur donner un contenu plus tard pour développer cette culture de l'évaluation. Je ne sais pas si, Jannick, vous voulez y aller en premier ou je peux parler de l'expérience qu'on a, mais allez-y, Jannick, puis je peux poursuivre. Non, tu peux y aller, oui. Parce que je donne l'exemple ici au Sénégal, par exemple, on a mis en place un certain nombre de cadres. Le CAS, la Commission nationale, etc. Ce sont des cadres administratifs qui ont été mis en place par l'autorité politique. Mais une chose est de créer ces cadres et autre chose est de leur donner un contenu afin qu'ils soient fonctionnels. C'est un peu sa préoccupation. En fait, je vais parler pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant au Québec et au Canada, mais je pense que ce qui est important, c'est de démontrer. Je parlais beaucoup de démonstration d'utilité. C'est pas d'imposer des choses, c'est pas nécessairement toujours la bonne chose. Il faut démontrer comment, peut-être à petite échelle,
et éventuellement arriver à démontrer comment tout ça peut être nécessaire. Il faut que la fonction fasse partie d'un réflexe dans les administrations. Donc, d'avoir juste une imposition ou un cadre, une loi ou une directive, c'est pas suffisant à mon avis. Donc, il faut aller vraiment à la base, démontrer l'importance, et c'est ce que je suis en train de faire avec une organisation, c'est qu'on est en train de démontrer comment on a besoin d'analyser, avant de mettre en place des programmes, des projets, les besoins, comment on a à justifier le besoin d'intervention, comment on a besoin par la suite de justifier l'investissement de ressources et démontrer comment éventuellement la fonction évaluation fait partie du processus. Et après, peut-être même, on peut mettre en place des cadres plus rigides, en fait, d'imposition de règles, de normes d'évaluation. Et ça, c'est mon point de vue, là. Mais peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi, je pense que faut être capable de démontrer d'abord l'utilité plutôt que d'imposer. D'accord. Yannick? Oui, c'est ça pour faire du pouce là-dessus. Comme je l'ai dit dans mon intervention, l'institutionnalisation, ça ne se décrète pas entre guillemets. Il ne suffit pas d'avoir un cadre, une loi, voilà, pour dire que l'institutionnalisation, il y a l'institutionnalisation de l'évaluation, parce que ce cadre-là, il peut exister sans qu'il ne soit appliqué. Et je pense que c'est ce que tu es en train de dire. Et donc, ou des fois, la pratique évaluative peut être développée sans qu'il n'y ait obligatoirement des clauses qui sont explicitement formalisées. Donc, comme Sylvie l'a dit, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant vraiment pour institutionnaliser l'évaluation. Il faut aller au-delà donc des facteurs, la volonté politique et puis le leadership, vraiment pour que on puisse emmener à un processus d'évaluation, d'institutionnalisation de l'évaluation. Vous avez particulièrement insisté sur le leadership, sur la volonté politique, mais également sur l'accompagnement de ressources locales qui devraient être accompagnées. Ça, vraiment, l'accompagnement, c'est très, très important. Vous avez particulièrement insisté sur ces deux éléments-là. Oui, en fait, d'accompagner les gens sur le terrain pour que l'expertise demeure aussi locale. Sinon, si l'expertise repart, on n'est pas plus avancé par la suite. C'est ça. Très bien. Merci de me passer la parole et félicitations pour la qualité, la densité et la portée thématique de ce webinaire. Donc, je vais rester droit dans la question du jour, l'institutionnalisation en Afrique francophone. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment le problème? Parce que vous avez indiqué qu'en Afrique francophone, le processus ne prend pas l'ancrage attendu. Je pense qu'en Afrique anglophone, peut-être ça pourrait être autre chose. Mais quel est le déterminant, quel est le facteur fondamental qui peut être à la source de ce blocage ou de cette lenteur dans l'institutionnalisation de l'évaluation en Afrique francophone? C'est vrai que vous êtes déjà venu sur beaucoup de facteurs, mais comme ce problème se pose spécifiquement, particulièrement en Afrique francophone, je voudrais qu'on revienne un peu dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière spécifique pour favoriser le décollage. Merci. Merci, Loger. Question très intéressante et pertinente. Yannick ou Sylvie? Je pense que Yannick peut-être aura plus de réponses que pour cette question. Yannick? D'accord. Donc, je vais d'abord commencer avec qu'est-ce qui bloque? Je partirai plus avec les facteurs politiques, sociopolitiques et contextuels. Donc, notamment le climat politique en Afrique francophone. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de changements au niveau politique, les crises à répétition, et donc qui mettent en mal le processus d'institutionnalisation. Et donc, ces effets-là sont visibles sur l'organisation de l'État et la conduite des affaires publiques. Donc, il est difficile de mettre en œuvre des politiques publiques et puis de voir sur le long terme ces résultats-là et donc de voir aussi les résultats du processus d'institutionnalisation. Je dirais aussi, il y a un manque de volonté politique, comme on l'a dit tantôt.
je pourrais aussi citer l'hiérarchisation qui est dominée par le gouvernement. Donc, on constate que l'influence de la hiérarchie est trop forte. Donc, les membres des organisations n'ont pas forcément la latitude vis-à-vis de leur hiérarchie de faire vraiment beaucoup de changements. Donc, je dirais qu'en Afrique francophone, c'est plus les facteurs sociopolitiques qui mettent en mal le processus d'institutionnalisation. Merci, Yannick. Jean-Marie, il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main pour intervenir? Là, il y a Alexis Audouin, et ensuite ce sera la Salut tout le monde. Oui, salut. Je remercie les panélistes. Par rapport à la question qui est fondamentale, il y a des pays qui ont pu instituer le système de suivi et évaluation dans leur pays, mais ce qui bloque par moment aussi, c'est la série des activités, le financement des activités à mener pour que ces institutions soient pérennes. Donc ça aussi, quand ça se fait une ou deux fois avec les raretés des ressources, ça n'arrive plus à devenir continuel. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner pour que dans le plaidoyer pour mobiliser ces ressources afin de réaliser des activités qui rentrent dans cette durabilité de l'institution de ce système de suivi et évaluation, est-ce qu'il y a des conseils, des plaidoyers en fonction de votre expérience? Est-ce qu'il est possible aussi en dehors, parce que Yannick a parlé tout à l'heure que le système de suivi et évaluation de cette institutionnalisation est porté par les États, le gouvernement. Quand il y a mutation, il y a eu des changements. Est-ce qu'il est possible d'avoir dans ces pays africains des laboratoires qui font office de système de suivi et évaluation qui peuvent être implémentés dans les universités ou implémentés des laboratoires indépendants? Parce que la question qui se pose à des moments donnés, c'est la qualité de ces évaluations que par rapport, si ce n'est pas une institution gouvernementale qui ne les réalise pas pour des interventions politiques, ça commence par berguer en ce qui concerne la crédibilité par rapport aux réactions. Donc, c'est en fonction de vos expériences, quels sont les différents conseils que vous pouvez donner par rapport à ça? Merci beaucoup. Je peux peut-être essayer une partie de la réponse. Il y a plusieurs questions et sous-questions, là. Peut-être la première partie, je pense que c'était en lien avec comment être capable d'assurer une continuité là, dans le système de suivi et évaluation. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant, si j'ai bien compris la question, là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup justement dans les évaluations, le suivi ou d'évaluation qui est fait en Afrique francophone, de suivi et d'évaluation. Donc, deux mots importants. Donc, instaurer un système de suivi. On ne peut pas parler juste d'évaluation. Parler d'instaurer un système de suivi, d'instaurer un système où on aura des indicateurs qui seront déjà identifiés pour qu'au moment où on aura à faire des évaluations, on aura toutes les données nécessaires pour être capable de rendre compte des résultats, des projets et des programmes qui sont mis en place. Et à mon avis, c'est ce qui manque souvent et je parle pas juste en Afrique francophone, là, pas juste en Afrique, mais même au sein d'organisations ici au Québec ou au Canada, c'est d'avoir déjà, je parlais de réflexe et d'évaluation, d'une continuité de la de pensée réflexive en évaluation. Donc, d'avoir déjà, au moment ou avant même qu'on mette en place des projets ou des programmes, d'avoir déjà identifié des éléments qui vont nous permettre d'assurer le suivi des projets, des programmes pour démontrer leur utilité ou démontrer les résultats par la suite. Donc, je pense que, et là, en mettant ce type de système-là en pratique, je pense on permet l'économie de beaucoup de ressources financières par la suite, parce qu'on aura déjà implanté un système. Et je pense que ça aussi, ça va permettre, je pense que le deuxième volet de votre questionnement était en lien avec la qualité des évaluations qui sont produites. Moi, je vois beaucoup de demandes
de projets d'évaluation qui à l'international, où on veut couvrir tous les aspects, tous les critères d'évaluation, la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact. Je le dis souvent, moi, dans les cours que je donne, et je le dis souvent aux organisations aussi, il faut faire attention de pas tout vouloir mettre ensemble au même moment. Donc, et laisser le temps de réaliser les évaluations. Donc, une évaluation qui couvrirait tous ces critères en peu de temps, en 2 mois ou en quelques semaines, à mon avis, c'est pas suffisant. Donc, peut-être y aller par petits, sélectionner 1 ou 2 critères, l'efficacité ou la pertinence, et laisser le temps pour assurer la crédibilité ou la qualité des évaluations par la suite. Je pense que ça pourrait être un élément peut-être clé pour assurer la qualité et la crédibilité. Je pense que vous parliez de crédibilité des évaluations. Je m'arrêterai là-dessus. D'accord. Et surtout si on sait que on a l'habitude souvent de le dire que ce sont les éléments du suivi qui alimentent l'évaluation. Donc, cette relation qui est extrêmement fluide entre les indicateurs qui renseignent sur comment le projet est en train d'être réalisé et qui permettent de dire au moment de l'évaluation que les données dont on a besoin seront disponibles et faciliteront effectivement cette évaluation qu'on va faire. Jean-Marie, je pense qu'il y avait un certain... Oui, il y a une autre personne qui avait levé la main, mais je vais poser, pendant que je donne la possibilité à la personne de venir. Il y a une question que Roger a posée en fait dans la zone, à cet effet, c'est lorsque l'institutionnalisation n'est pas encore effective, pouvons-nous parler d'un système national de suivi et d'évaluation? Oui, je pourrais apporter une partie de la réponse pour dire que généralement, lorsqu'on parle d'institutionnalisation de l'évaluation, on a tendance à placer cette institutionnalisation-là au niveau justement de l'instauration des systèmes nationaux d'évaluation. Mais comme je l'ai dit là, l'expérience africaine a démontré que ce processus peut prendre racine dans un secteur spécifique ou dans une organisation pour ensuite s'étendre aux autres secteurs d'activité. Donc, ça peut être un processus, comme je l'ai dit, ascendant, donc qui part plutôt du niveau micro pour s'étendre au niveau macro. Donc, ça peut être le contraire, en tout cas, moi, je le pense. Donc, ça peut partir du niveau organisationnel pour s'étendre au niveau national. Donc, pas forcément qu'il y ait forcément l'instauration d'un système national d'évaluation. Hier, on était dans une rencontre à Dakar, on a parlé un peu de système d'évaluation à mettre en place selon que le programme intéresse le secteur, contrairement à un programme qui est multisectoriel et qui peut-être serait peut-être beaucoup plus, disons, impliqué au niveau national, au niveau macro, qu'on veut dire. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour démontrer l'utilité de l'évaluation, démontrer comment l'évaluation peut être utile et faire partie du processus. Donc, je pense que c'est la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation à répétition qui va pouvoir mener éventuellement à peut-être favoriser plutôt l'institutionnalisation de l'évaluation. Très bien. Monsieur Lansana Touré, qui vient d'être introduit par Jean-Marie. D'accord. Donc, moi, je suis Lansana Touré, je viens du Mali, je suis évaluateur émergent. Je vais droit au but. Ma première question, c'est surtout de savoir quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer le degré d'institutionnalisation d'un pays en termes d'évaluation. Qui m'amène aussi à une deuxième question. Par exemple, on avait parlé de ça dans la présentation, mais je pense qu'on n'est pas trop rentré dans les détails, parce que je me suis rendu compte que dans nos pays, nous avons des pléthores de structures de contrôle, d'audit, de vérification. Maintenant, comment on peut positionner l'évaluation à côté de ces structures-là pour harmoniser un peu l'évaluation des politiques publiques? Merci beaucoup.
Merci, M. Curé. Merci pour cette question concise et précise. D'accord. Donc, je vais y aller avec la première question. Si j'ai bien compris, quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer le degré d'institutionnalisation, c'est ça, dans un pays? C'est bien cela, d'accord. C'est bien ça. D'accord. Je vais plutôt parler des dimensions et sous-dimensions dont j'ai fait mention dans la présentation. Donc, les dimensions et les sous-dimensions de la pratique organisationnelle, donc la pratique de l'évaluation dans une organisation. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un apprentissage organisationnel continu qui est fondé sur l'existence de la pratique évaluative et la qualité des évaluations. Lorsque je parle de pratique évaluative, c'est qui mène ces évaluations? Quelles sont les personnes ou en tout cas qui conduit l'évaluation? Est-ce que la demande de l'évaluation, elle est interne? Donc, et concernant la qualité des évaluations, c'est-à-dire dans tout ce qui est méthodologie qui tourne autour de la mise en œuvre ou de la faisabilité de ces évaluations. Donc, l'existence de la pratique évaluative, la qualité des évaluations. Ensuite, l'utilité ou l'utilisation des résultats d'évaluation. Est-ce que lorsqu'on fournit ou lorsqu'on mène ces évaluations, est-ce qu'on utilise ces résultats-là pour la prise de décision et l'action? Donc, ce sont des éléments, en tout cas, qui peuvent vraiment aider à savoir si la pratique de l'évaluation est continue et elle est durable au sein d'une organisation. Et je pense qu'on pourrait l'étendre au niveau national. Donc, pour me résumer, un apprentissage organisationnel continu qui est fondé sur l'existence de la pratique évaluative et la qualité de ces évaluations-là, et puis l'utilisation des résultats d'évaluation pour la prise de décision et l'action. C'est ça. Et cette question sur la multiplicité de structures, de voir un peu dans un souci d'harmonisation. Je pense que Sylvie pourrait peut-être dire un mot là-dessus. Ben, je m'excuse, j'ai pas très bien compris la deuxième question. J'ai perdu le fil de la deuxième question. Est-ce que vous pouvez la répéter précisément? Alors, je ne sais pas, je parlerai sous le contrôle de Jean-Marie. Les nombreuses structures que nous constatons et qui aujourd'hui, chacune tire la couverture sur elle, je pense, et qui s'intéresse aux questions d'évaluation, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être dit en termes d'harmonisation des structures qui interviennent dans le domaine de l'évaluation? Je pense que, je ne sais pas si je vais répondre précisément à la question, mais je vais revenir peut-être à un élément clé de ce que disait Yannick dans pour la première question, mais pour l'harmonisation des structures, je pense qu'il faut dans un premier temps, oui, les structures sont importantes, mais il faut aussi que tout le monde parle le même vocabulaire. Il faut que lorsqu'on parle de résultats, lorsqu'on parle d'effets, d'impact, ou lorsqu'on parle d'activités, que tout le monde ait le même à tous les niveaux au sein des administrations, que ce soit le niveau plus terrain ou que ce soit un niveau plus supérieur, que tout le monde s'entende sur le même vocabulaire. Et ça, je pense que c'est important. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent favoriser l'institutionnalisation par la suite de l'évaluation. Lorsqu'on parle de suivi aussi et d'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a une grande distinction à faire lorsqu'on parle, parce que souvent, le terme impact est malmené un peu dans les organisations. Pour moi, l'impact, il est très loin dans le temps. J'aime mieux parler d'effets ou de répercussions. Les effets, les répercussions des actions, des activités, qu'est-ce que ça donne de mettre en place des éléments à plus court terme? Et à ce moment-là, pour moi, on ne parle pas tout de suite d'impact. L'impact viendra plus tard. Donc, juste de se familiariser avec le vocabulaire, d'assurer une compréhension de tous et de toutes à tous les niveaux, je pense que ça, et je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je pense que pour moi, ça devient un élément clé et un élément nécessaire pour favoriser l'adhésion
au système d'évaluation et par la suite aussi assurer l'adhésion à l'évaluation et éventuellement à l'institutionnalisation de l'évaluation dans une structure ou dans un pays. OK. Je ne sais pas si c'est clair ou si ça répond. Là, mais... Oui, oui, parfaitement. Est-ce qu'il y a un autre intervenant? Sinon, il est déjà 16 heures passé de 34 minutes. Nous avons été bien au-delà du temps initial que nous avions prévu d'intervenir. Linda, bonjour de nous avoir rejoints. Bonjour tout le monde. J'ai écouté, oui. J'ai écouté avec énormément de passion les échanges entre Yannick et Sylvie, qui sont deux personnes que j'apprécie et que je remercie d'avoir accepté notre invitation du RFE, mais surtout les questions aussi des participants. Il y a beaucoup de réflexions que cette discussion suscite et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire par la suite et ne pas laisser ces réflexions au point où ils sont actuellement. Donc, moi, je vais conclure en disant que tout a été dit, mais tout reste à faire parce que effectivement, un concept comme l'institutionnalisation est un concept, on va dire, peu flexible et peu dynamique dans la façon dont on l'entend, même s'il s'agit d'une routinisation, même s'il y a des éléments contextuels, organisationnels, légaux, etc. Je pense que dans le monde actuel où on vit, où tout va très vite, où on est en constante évolution, il faut repenser l'institutionnalisation dans une approche un peu plus dynamique, une approche qui soit adaptative, ou en anglais on dit adaptive, mais adaptative au contexte. Je pense que l'élément contextuel est très, très important. Et ça m'a fait réfléchir aux perspectives. Donc, à quoi pourrait ressembler l'institutionnalisation de l'évaluation dans un monde en constante évolution et en constante mutation? Quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut développer pour pouvoir répondre à ces différents changements? Quels sont les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, que ce soit les États, mais on oublie aussi le rôle de la société civile. Je pense que Sylvie a mentionné le débat public. Le débat public, dans certains contextes, est très présent, mais dans d'autres, beaucoup moins. Donc, il faut aussi renforcer les capacités de cette société civile pour qu'elle soit en mesure aussi d'influencer, de sensibiliser à l'impact et à l'utilité de l'institutionnalisation de l'évaluation. Et je finirai par des idées de recherche et de réflexion pour ceux qui ont envie de poursuivre. C'est que ça serait intéressant qu'on ait un cadre du niveau de préparation des pays ou du niveau d'institutionnalisation des pays. Donc, à partir de quels indicateurs ou à partir de quelle description on peut considérer que un pays est dans un état d'institutionnalisation avancé? À quoi pourrait ressembler un pays avec un état d'institutionnalisation médium ou un niveau d'institutionnalisation faible? Ce qui permettra à ceux qui sont à un niveau d'institutionnalisation faible de travailler sur les gaps pour pouvoir passer d'un niveau à un autre. Donc, ça serait en quelque sorte un cadre de la réflexion sur la maturité des pays en matière d'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, pour toutes les personnes qui aiment la recherche, que ce soit pour un mémoire ou pour une thèse, ça serait intéressant de pouvoir faire refléter dans ce cadre non seulement le niveau de préparation et l'importance du contexte. Je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci beaucoup, Linda. Ce sont des chantiers extrêmement intéressants sur lesquels on pourrait piocher. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire, surtout quand on réfléchit un peu au contexte dans lequel ces critères pourraient être identifiés et puis voir quels sont les paramètres à voir et qui faciliteraient ou bien pourraient compromettre, n'est-ce pas, de combler d'éventuels gaps qui pourraient être constatés dans cette recherche de la maturité vers l'institutionnalisation de l'évaluation. En tout cas, c'est des chantiers qui peuvent être ouverts et sur lesquels même je pense que le RFE, à travers votre OLED peut-être, d'autres thématiques qui pourraient nous réunir autour d'un webinaire sur lesquels nous allons réfléchir et voir comment consolider ça.
Donc, c'est également un clin d'œil à vous et également à Jean-Marie pour qu'on y travaille. Alors, Sylvie, Yannick, est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on procède à la clôture? Merci Linda d'avoir été notre guest star. J'ai dit que vous étiez notre guest star tout à l'heure. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté. Vous avez été silencieuse, mais vous avez écouté avec beaucoup de religion nos interventions très intéressantes et très pertinentes de nos deux chères dames. Merci de votre réflexion et des chantiers que vous allez ouvrir grâce à vos réflexions. Sylvie, Yannick, est-ce qu'il y a, vous avez un mot à dire avant qu'on procède à la clôture de notre Non, je pense que la discussion a été très, très enrichissante, très intéressante et ça suscite aussi d'autres questionnements, d'autres réflexions. Je pense qu'on continue de faire du pouce sur tout ça. Puis je trouve que les idées de Linda sur les indicateurs, moi, ça m'interpelle beaucoup, ça m'inspire. Donc, si je peux contribuer, si je peux aider, moi, ce serait un plaisir de pouvoir accompagner des gens là-dessus. Au plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci Sylvie. Yannick? C'est de dire merci. Et puis, en tout cas, Linda a lancé de belles réflexions. Pourquoi pas ne pas continuer ce qu'on a si bien commencé avec elle. C'est ça. Et de rappeler aussi que le RFE a l'institutionnalisation des politiques en chantier. Donc, c'est avec plaisir que nous allons accueillir vos différentes réflexions qui vont animer encore les réflexions que nous continuons encore à faire dans ce chantier et qui est toujours ouvert et pour lequel il y a énormément de choses à dire et à faire. Jean-Marie, nous sommes arrivés au terme de notre rencontre. Je voudrais particulièrement remercier Sylvie et Yannick de nous avoir entretenus sur cette question de l'évaluation et de cette confrontation, entre guillemets, entre la théorie et la pratique. Merci à Linda de nous avoir rejoints et d'être restée avec nous. Merci également à Jean-Marie, à qui je retourne ce qu'il m'avait confié au début de notre rencontre. Merci de m'avoir choisi comme modérateur et je voudrais vous souhaiter de passer une très bonne fin de semaine et au plaisir de nous revoir très très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.